Ok, allez, c'est parti. Donc, comme prévu à notre programme aujourd'hui, on va commencer à aborder le chapitre sur les coûts complets. Bon. Alors, c'est un chapitre qui est un petit peu plus technique, d'accord, qui, en somme toute, dans la difficulté, n'est pas forcément au-dessus de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. En termes de calcul, c'est relativement facile, des plus, des moins, des divisés, c'est tout. Par contre, dans la compréhension de tout le mécanisme, c'est un chapitre qui appelle et qui demande à ce que vous compreniez le mécanisme de fabrication ou de production d'un produit fini. D'accord? Alors bien sûr, ici, on va toujours vous présenter des mécanismes relativement simples, mais malgré tout, même si on les prend dans leur plus grande simplicité, reste un petit peu difficile à appréhender. Alors, je suis là pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va passer certainement 2 séances à vous expliquer, aussi à travers un exemple, à vous montrer comment on raisonne et comment on résolve les cas qui peuvent vous être soumis. On passera certainement 2 séances pour que vous compreniez bien, parce que je pense que c'est peut-être l'un des chapitres qui est le plus compliqué à comprendre si on le fait tout seul. Alors, si vous avez des copains et des copines qui pensent travailler tout seul, vous pouvez leur dire que ce chapitre-là, c'est mort. C'est mort de chez mort. C'est un chapitre, c'est peut-être le chapitre où on a besoin de l'accompagnement, de l'enseignement pour le comprendre. Alors, sauf si on est rompu au contrôle de gestion et à la gestion et à la comptabilité. Mais a priori, je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous, alors peut-être certains, mais je ne pense pas qu'en tout cas ce soit le cas pour la majorité d'entre vous. Alors, concernant l'élaboration des coûts complets, vous avez un schéma qui est repris et qui va vraiment être l'expression de ce que vous allez devoir retenir pour traiter le cas. Le schéma, c'est le premier schéma que vous trouvez dans votre cours, qui vous montre tout le processus de fabrication d'un produit. Et le processus dans les cas qui sont soumis aux examens va toujours être le même, au moins dans son début et dans sa fin. Il se peut qu'au milieu, il y ait une petite différence, mais dans tous les cas, on verra comment on traite les différents cas. D'accord? Et ça n'est que des différences terminologiques, mais dans tous les cas, bien souvent, et tout le temps, la première étape et la dernière étape sont toujours les mêmes. Et les étapes qui peuvent être qu'une seule ou plusieurs étapes entre eux, la première et la dernière, les étapes intermédiaires, les étapes de production, peuvent varier, mais dans tous les cas, si on lit bien son sujet, si on prend le temps de bien noter, parce que vous allez avoir une masse d'informations et une quantité d'informations importante, toutes les informations sont utiles, toutes les informations vont vous aider à avancer dans votre processus. Ce mécanisme demande à ce que vous étudiez des prix à chaque étape du processus de production. Le processus commence toujours par l'approvisionnement en matières premières, par l'achat de matières premières qui va permettre donc de fabriquer le produit en question. Suite à cette première étape d'achat, il y a toujours une étape de stockage de matières premières. Et là interviennent les notions que l'on a vues, notamment dans le chapitre sur les stocks. Et là, il faut savoir, et je ne vais pas revenir dessus parce que j'estime qu'on a déjà passé suffisamment de temps sur les stocks, mais il faut connaître les méthodes première entrée, première sortie et coût unitaire moyen pondéré. Si vous ne connaissez pas ces méthodes-là, je vous enjoins à revoir vos chapitres sur les stocks de façon à connaître ces méthodes, puisque vous en aurez besoin dans cette étape qui suit l'approvisionnement. Donc, première étape, je vais faire des calculs relatifs à l'achat de la matière. Deuxième étape, des calculs relatifs au stockage de la matière en entrée et en sortie. Troisième étape, je vais faire des calculs relatifs à la production, à la fabrication du bien. Bien, une fois qu'il est fabriqué, on l'appelle produit fini. Ce produit fini repart en stock, mais pas un stock de matières premières ici, un stock de produits finis, mais avec les mêmes règles de calcul que les fiches de stock en coût moyen unitaire pondéré ou que les fiches de stock en méthode PEPS. Et dernière étape
toute cette longue chaîne, c'est la vente, c'est ce qu'on appelle la distribution. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a des étapes et à chaque fois, il y aura des calculs à faire pour chaque étape. Ces étapes, ce n'est pas vous qui les déterminez, ces étapes vous sont données. Il y a un certain nombre de choses qui vous sont données dans les énoncés. Il ne faut pas trop aller chercher midi à 14 heures, c'est tout, c'est comme ça. Je pense notamment à ce premier exercice dans le TD où on vous dit que voilà le processus de fabrication d'une poêle ou d'un wok, il y a 2 ateliers qui interviennent au niveau de la production. C'est tout, il y a 2 ateliers. Peu importe ce qu'on fait dans les ateliers, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer des coûts. Donc, vraiment, ce schéma, je vais le remettre ici à l'écran pour que vous le revoyez, mais de toute façon, je vais le refaire. Je vais vérifier que j'ai bien. Voilà. C'est le schéma que vous voyez là à l'écran. Excusez-moi, je reprends juste de batterie. Voilà. Donc ce schéma qui reprend tout le processus, le processus d'achat, de stockage, de production, de stockage et de distribution, c'est le schéma qu'il faut avoir en tête. Donc, voilà. À chaque étape, on va distinguer 2 types de charges. Des charges que l'on appelle directes et des charges que l'on appelle indirectes. Dans chaque étape, vous allez reprendre quel est le montant des charges directes, quel est le montant des charges indirectes. Vous ne pouvez pas avoir une étape sans avoir ces 2 types de charges obligatoires. Donc on sait que pour la première partie qui consiste à acheter la matière première, souvent c'est le centre d'analyse. Chaque partie s'appelle des centres d'analyse. C'est souvent le centre d'analyse approvisionnement. C'est le centre d'analyse approvisionnement qui s'en occupe. Alors il y aura pour ce centre-là des coûts directs et des coûts indirects. Pour la partie production, des coûts directs, des coûts indirects. Bien sûr, pas pour la partie stockage. Pour le stockage seul, vos notions de calcul de coût unitaire moyen pondéré ou de méthode PEPS ou FIFO vont intervenir. Voilà en introduction ce que je pouvais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle coûts directs et coûts indirects? Les coûts directs, c'est ceux que je peux identifier par rapport soit à la production ou soit à l'achat du bien. C'est-à-dire, 1 kilo de pommes de terre, ça coûte 1 kilo de pommes de terre. Quand je l'achète, je paye 1 kilo de pommes de terre. Je peux tout à fait identifier que le kilo de pommes de terre, il m'a coûté 3 euros. Pas de problème, ça, on peut dire que c'est une charge, un coût direct. Par contre, moi, mon salaire, plus le coût des frais téléphoniques que j'ai utilisés pour passer ma commande, plus le coût de mon bureau, plus le coût du chauffage, de l'assurance, ça, je ne peux pas dire le kilo de pommes de terre va engendrer autant de coûts de salaire, autant de coûts d'assurance. Ce n'est pas possible. Donc, quand on ne peut pas affecter directement et de façon identifiée et chiffrée, quantifier un coût au bien que j'achète ou que je produis, alors ça s'appelle une charge indirecte. On va rassembler toutes les charges indirectes et à partir de là, on va les rediviser ensuite pour les redistribuer sur chacun. Alors, quelqu'un me parle de problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi du retard. Oui, oui, pas de souci, Vincent. Par contre, je vous laisse prendre en cours sur les premières explications. Vous pourrez voir la vidéo pour le début. Donc, voilà comment ça va se passer, tout ce processus. Alors, une fois que vous avez compris que ça avance et qu'à chaque fois, on va rajouter des coûts, bah oui, c'est de la matière première, plus des charges indirectes, plus après des charges de fabrication. On va utiliser une machine, on va utiliser des hommes. Donc, on va rajouter au fur et à mesure pour arriver jusqu'à la fin à un coût de revient global du bien. Alors, je vous propose, à travers un exemple, à travers le traitement du premier cas, d'accord, dans le TD, de vous démontrer, de bien vous expliquer, d'être très pédagogique, de mettre beaucoup d'explications sur comment on va traiter les cas. Et puis ensuite, pour les prochaines fois, alors je pense qu'à mon avis, on va avoir besoin de 2 séances, d'accord, pour traiter le premier cas et bien expliquer, bien répondre aux questions.
Et puis ensuite, bah, vous lancerez tout seul et puis on fera les corriger ensemble. Alors, je vais reprendre les données du premier cas pratique, si vous voulez bien. Je vais partager le fichier que je vais utiliser et que vous trouverez évidemment. Donc, je vais arrêter en présentation ceci et alors, dans le cas que l'on vous donne, on vous donne un premier tableau, d'accord, qui va représenter des informations. D'accord. Alors, vous l'avez, peut-être je vais recopier toutes les informations nécessaires, d'accord. Je vais juste, hop, faire comme ça va aller plus vite que de faire. Voilà, je vais agrandir un peu ma fenêtre, comme ça vous verrez tout en mieux. Voilà. Alors, ici, on est dans une usine, hein, sans doute, hein, qui fabrique des poêles et des woks. D'accord. Cette usine qui fabrique des poêles et des woks, on vous donne plein d'informations sur son système de fonctionnement. Alors, quand on aborde un sujet tel que celui-ci, il faut déjà bien lire les choses. Ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir éventuellement repérer dans la lecture les données qui concernent tel centre d'analyse et les données qui concernent tel centre d'analyse. Dans un premier temps, nous, on va regarder les choses comme ça et vous verrez qu'après, dans la méthodologie et la façon d'aborder les choses, ça sera beaucoup plus facile. Hop, je vais effacer ça pour pas que vous soyez embrouillés. Voilà. Donc, on nous dit, bah voilà, par exemple, il y a des stocks. Bon, bah très bien, on a des informations sur les stocks ici. On a des informations sur les quantités de matière, puisque ça, c'est de la matière ici. Ça, c'est de la matière première. Et ça, ce sont des produits finis, c'est ce qu'on fabrique. Hein, d'accord. On vous dit que, voilà, il y a eu de la matière qui a été achetée, il y a eu des produits qui étaient déjà là en stock, d'accord, avec des coûts d'achat aussi, et des coûts de vente. Vous remarquerez aussi qu'on vous a dit qu'il a été fabriqué 6000 poêles, or on n'en a vendu que 5000, ça veut dire qu'il y en a 1000 qui sont restés en stock. Alors ça, c'est pas un problème. Qu'on a fabriqué 8000 wok, mais qu'on en a vendu 9000, ça veut dire que sans doute on en avait déjà en stock et qu'on a vendu ceux qui étaient aussi en stock. D'ailleurs, c'est le cas puisqu'on en avait 1000 en stock, ce qui va permettre d'en vendre 9000, effectivement. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine logique dans les chiffres qui sont donnés. Ensuite, on vous donne différentes informations concernant la fabrication. Voilà, tout ça, ça concerne la fabrication. Et voilà, des coûts, des informations, des ateliers 1. Donc il va falloir se dépatouiller avec tout ça, toutes ces informations pour construire nos tableaux. Vous allez voir qu'on va construire les tableaux. Une fois qu'on a connaissance des tableaux, on va venir aller piocher les informations à chaque fois pour pouvoir alimenter nos tableaux. Donc on va se remettre quand même en mémoire tout ce process.
Alors, il reste bien 3000 poêles en stock. Je sais pas, pour l'instant, ce n'est pas forcément une opération, une information qui va être ultra importante pour nous. Voilà, je remets un. Alors, vous m'avez dit il en reste 3000 en stock. Oui, sans doute. On verra après. On verra après. Pour l'instant, ça, on parle de stock de produits finis. On n'a pas encore commencé le process de fabrication. Pourquoi? Parce que dans notre process de fabrication, on va se le remettre ici sur le côté. Vous allez voir. On va avoir plusieurs étapes. Nos étapes, je vais les symboliser ici par une petite. Je vais faire en dessous ici, peut-être. Hop, ceci. Je vais le remonter là. Voilà. Hop, 30 secondes le temps de refaire correctement mon tableau lié à l'EPPR. Bon, merde. Allez, allons-y. Donc, mon processus de fabrication, je vais le trouver ici, vous voyez. Ici, on nous dit, voilà, vous avez plusieurs choses qui se font, et finalement, le processus de fabrication, on va le retrouver ici. Il nous dit quoi, le process? Il nous dit, d'abord, il y a de l'approvisionnement. Ensuite, ça passe dans un premier atelier. Ensuite, ça va dans un deuxième atelier. Et ensuite, ça part à la distribution. Le processus approvisionnement et le procédé de distribution sont généralement toujours récurrents, ils sont toujours présents dans ce type d'exercice. Donc ici, première chose qui va se passer, c'est que il y a l'approvisionnement qui va s'occuper de l'achat de la matière. Eux, ils vont s'occuper de l'achat de la matière. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la matière va partir en stock. Donc la matière va rentrer d'abord en stock. Et ensuite, bien sûr, elle va sortir des stocks pour partir en fabrication, pour servir à la fabrication. La fabrication, il va y avoir deux choses pour la fabrication. D'abord un atelier 1 et ensuite un atelier 2. On peut imaginer que, sans doute, les deux ateliers vont se succéder. Une fois que les poêles sont fabriquées, elles vont repartir en stock. Cette fois-ci, c'est un stock de produits finis. Donc, quand elles sortent de l'atelier 2, elles sont finies, hop, elles rentrent en stock. Et ensuite, on va les prendre, cette fois-ci, pour les vendre. Là, c'est le centre distribution qui va s'occuper de la commercialisation. Voilà tout le processus de fabrication de mon bien. Maintenant, chaque petite usine ici, je vais avoir une fiche de coût. Une fiche de coût qui est composée de charges directes et de charges indirectes. C'est ce que l'on va faire maintenant. Alors, première fiche de coût, c'est la fiche qui va concerner le centre d'analyse approvisionnement.
Alors, voilà comment se constitue la fiche de coût. D'accord. Le centre d'analyse approvisionnement, lui, il s'occupe d'acheter de la matière première. C'est toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, des charges directes et des charges indirectes. Alors, avant de continuer sur sa première chose qu'on a oublié de faire, c'est de travailler sur notre tableau ici de charges indirectes. Donc, pour chaque centre, ici, pour mes 4 centres qui sont ici, il va y avoir des charges indirectes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ça peut être le coût de location des bâtiments, l'assurance, le téléphone, etc., qu'on ne peut pas affecter directement à ce que fait le centre d'analyse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour le premier centre d'analyse qui s'occupe d'acheter des kilos de matière M et N, on ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'on achète 1 kilo, ben on utilise autant de téléphones. On n'arrive pas à le faire. Donc, ne vous embêtez pas à savoir pourquoi. On vous donne le sujet tel quel. Vous n'êtes pas dans le transport de l'atelier 1. Il n'y a pas de transport. Entre les deux ateliers, il n'y a pas de transport, mademoiselle. On aurait pu. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas vu dans le sujet une partie où on me disait qu'il y avait du transport entre l'atelier 1 et l'atelier 2. D'accord. Parce que les ateliers se collent et que simplement, bah, hop, les produits passent d'un atelier à l'autre. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a des gens dont c'est le métier, évidemment, de calculer les charges indirectes, de trouver ce qu'on appelle l'unité d'œuvre, que je vais vous expliquer après. Ils y ont réfléchi, ils ont pris un certain nombre de critères en compte, des spécificités relatives à la production, à l'usine en particulier, etc. Vous, ce n'est pas votre métier, ça. Enfin, a priori, d'ailleurs, même le calcul des coûts couplés, je crains que ça ne soit jamais votre métier, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on vous demande au programme. D'accord? On est d'accord là-dessus. On ne vous demande pas de savoir pourquoi on a pris le kilo acheté. On vous le donne, c'est tout. Donc, on ne vous demande pas de calculer les charges indirectes, on vous les donne. Donc ne cherchez pas à savoir, il y a des raisons, il n'y a pas de souci, on pourrait en discuter pendant des heures, mais on n'a pas les éléments pour. Donc à partir de ce tableau-là, on me dit, voilà, dans le centre provisionnement, dans le premier qui est là, il y a des charges indirectes. Ces charges indirectes, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, ça peut être le coût des locaux, le coût de l'électricité, des frais téléphoniques, etc. Il y en a pour 42 500 euros. Maintenant, on va répartir ces différentes charges en fonction du nombre de kilos que le centre a acheté. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé pour la répartition des charges indirectes. Parce que ces charges indirectes, il faut les répartir. Et ici, on a dit que à chaque fois qu'on va acheter 1 kilo, il va y avoir des charges indirectes qui vont être consommées. On a pris une autre unité d'œuvre pour l'atelier 1, c'est l'heure machine. À chaque fois que la machine va tourner 1 heure, c'est ça qui va enclencher les charges indirectes. On a pris l'heure de main-d'œuvre pour l'atelier 2 et la centaine d'euros de chiffre d'affaires pour l'atelier 3. Dans un premier temps, à chaque fois, on va vous demander de compléter le tableau des charges indirectes. Ces charges indirectes, à chaque fois, elles vont nous servir pour chaque centre d'analyse. L'approvisionnement, l'atelier 1, l'atelier 2 et la distribution. Donc, dans chaque centre d'analyse, je vais reprendre les chiffres que je vais trouver là. Alors, inutile de vous dire que si je me trompe ici, ben, je suis sûr d'avoir faux. Pour X raisons. Si c'est juste une petite erreur d'étourderie parce que j'ai mal lu et j'ai confondu deux chiffres, ben, malheureusement, ça pose un souci parce que tout le reste de mes calculs vont être faux. Alors ici, regardons dans les informations que l'on a. Combien de kilos ont été achetés par les personnes qui s'occupent des achats? C'est là où il faut aller à la pioche aux infos. D'accord? Et je vois notamment ici, première info que je vais utiliser, c'est que 85 000 au total kilos de matière a été acheté, puisque 35 000 kilos de matière M ont été achetés et 50 000 kilos de matière N ont été achetés. Donc on est d'accord qu'au total, 85 000 kilos de matière ont été achetés. Et ça, je vois dans le tableau. Dans un autre exercice, ils vont me le dire dans le texte. D'accord? Ils vont me dire, on a acheté autant de matière. C'est pour ça que
s'imprégner du sujet, lire le sujet, c'est important parce que ça va vous permettre de repérer déjà un petit peu les informations et de pouvoir aller un peu plus vite dans la réalisation du cas. Donc ici, je peux mettre qu'il y a eu 85 000 kilos de matière achetée. Donc c'est le nombre de kilos qui ont été achetés, 85 000. Alors, votre question. Excusez-moi. Oui. Dans la case où vous l'avez mis, c'est le nombre d'unités. Moi, je pensais que du coup, les 85 000, c'était les kilos, donc que c'était la case du dessus. Alors, la case. D'accord, je vais répondre à votre question, mais quelqu'un a posé entre autres. Le tableau et les textes ne renseignent pas du tout du montant pour le produit N. Oui. Alors, on va reprendre tout ça. Hein. Tac, tac, tac. D'abord, ça, c'est la nature de l'unité d'œuvre. C'est pour vous renseigner quelle va être, ici, puisqu'on a le nombre d'unités d'œuvre, d'accord, ça va vous permettre de savoir où vous allez aller chercher votre information. Ici, par exemple, c'est les kilos achetés. Ici, c'est les heures machines. On va trouver les heures machines quelque part dans le texte. D'accord. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça répond à votre question, Delphine? Oui, ça va, c'est clair. En fait, je croyais qu'il fallait marquer un nombre devant kilos achetés, en fait. Donc ça, on a la nature. Ici, c'est la nature de l'unité d'œuvre. Et ici, c'est le nombre d'unités d'œuvre. C'est pour vous dire, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre là? Vous allez aller le chercher parce que moi, ce que je veux, ce qui va me servir de clé de répartition, ça va être les kilos achetés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y avait une autre question. Maxime, le tableau et le texte ne renseignent pas du même montant pour le produit N. Alors, on va regarder ce que vous me dites. Alors, le tableau me dit qu'en stock, j'ai 12 000 kg de produits N, pardon, 30 000 kg de produits N et qu'en stock, ils sont à 3,50 €. D'accord. À l'achat, ils sont à 3 €. Voilà pourquoi on a deux prix différents, parce que c'est deux notions différentes. Le prix qui est de la matière que j'ai en stock et le prix que la matière que je vais acheter. Ouais, c'était pas ça qui me bloquait. Il y a marqué qu'on achète 50 000 kilos. Ouais. Et à droite, dans le texte, il y a marqué 45 000 kilos de matière première N. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il y a 50 000 et dans le texte 45 000 kilos. D'accord. Pourquoi quelqu'un aurait une réponse pour Maxime? Vous pouvez l'aider sur ça? C'est tout simplement que j'ai acheté 50 000 kilos, mais que je n'ai utilisé que 45 000 kilos. Ça veut dire que les 5 000 kilos que je n'ai pas utilisés, à votre avis, ils sont où, Maxime? Rester au stock. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, ici, je reviens à mon calcul d'abord de charges indirectes. Je vais rechercher dans le texte les charges indirectes. Ici, on sait que la clé de répartition, ce qu'on appelle l'unité d'œuvre, ça va être les heures machines. À chaque fois que je vais utiliser la machine 1 heure pour produire des biens, ça va induire des charges indirectes. Ces charges indirectes, elles sont d'un montant total de 100 000 €. Je vais regarder combien il y a d'heures machines dans l'atelier 1. Chaque centre d'analyse a ses propres charges indirectes. D'accord. Ici, dans l'atelier 1, on me dit que 1000 heures machines ont été utilisées. C'est-à-dire que les machines, elles ont tourné pendant 1000 heures pour fabriquer mes produits. Et c'est mon unité d'œuvre. Donc, je vais reporter 1000 heures ici. Pour l'atelier 2, on me dit que la clé de répartition, c'est les heures main-d'œuvre. Bon, ok, pas de souci. Je regarde et je vois que dans l'atelier 2, il y a eu 4000 heures main-d'œuvre qui ont été utilisées. Donc, mes gars, ils ont travaillé pendant 4000 heures. 4000 heures. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est concernant le chiffre d'affaires. On me dit l'unité d'œuvre, c'est la centaine d'euros vendus. La centaine d'euros, pardon, le chiffre d'affaires. Donc d'abord, il faudra aller chercher le chiffre d'affaires. Première chose. Et après, diviser par 100 pour savoir combien il y a de centaines d'euros. Donc je vais chercher dans les informations. Tac, tac, tac. Ah tiens, je vois que là, il y a des ventes. Donc je sais qu'ont été vendus 5000 poêles, 9000
WOC, et j'ai un prix de vente. Bah, voilà, mon chiffre d'affaires, il est là. Hein, d'accord. Donc, mon chiffre d'affaires ici, c'est 4000 fois 40, 5000 fois 40 et 9000 fois 80. Ça me fait un chiffre d'affaires de 920 000 euros. Et en centaines d'euros de CA, en centaines d'euros, ça donne 920 000 divisé par 100. Et donc, ça va me donner 9200 centaines d'euros réalisés en chiffre d'affaires. Cette notion-là, elle était un petit peu plus costaud à comprendre, mais bon, on y arrive quand même à la lecture. Hein. Donc voilà, ici, concernant la partie nombre d'unités d'œuvre de chaque centre d'analyse, comment j'ai été les lire, et bien souvent ils sont issus de la lecture du sujet, comment j'ai été les lire. Maintenant, je vais regarder combien coûte chaque unité d'œuvre. Alors, pourquoi on a divisé par 100? Parce que c'est ce qu'on nous demande, Hugo. On nous dit, voilà, l'unité d'œuvre, c'est la centaine d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il faut que je divise par 100. En fait, il y a eu 9200 centaines d'euros de chiffre d'affaires réalisés. C'est bon pour vous? Donc, maintenant, concernant le coût de chaque unité d'œuvre, ben, si l'ensemble a coûté 42 500 euros pour 85 000 kilos achetés, ben, à chaque fois que je vais acheter un kilo, ça me coûte 50 centimes. Donc, tout simplement, j'ai divisé voilà, j'ai divisé le total des charges indirectes par le nombre d'unités d'œuvre. Donc, si on regarde ce que ça veut dire exactement, ça veut dire que quand j'achète un kilo de matière pour le centre approvisionnement, ça me coûte le coût du kilo, évidemment, hein, de la matière, plus 50 centimes par kilo pour couvrir les charges indirectes. Vous comprenez ça? À chaque fois que je vais faire tourner ma machine pendant 1 heure, ça va me coûter 100 euros dans l'atelier 1. À chaque fois qu'un bonhomme va travailler pendant 1 heure, ça va coûter le prix de son salaire, etc., hein, plus 40 euros pour couvrir les charges indirectes, etc., etc., etc. Donc, j'en viens maintenant, une fois que j'ai réalisé ce tableau qui va me permettre de connaître les charges indirectes de chaque ici partie. Voilà. Une fois que j'ai rempli ce tableau-là, je vais pouvoir commencer. Allez, on commence par le premier centre, l'approvisionnement. Mon tableau, il va être ici. L'approvisionnement, il s'occupe de quoi? Il s'occupe d'acheter de la matière. Donc, on aura toujours quel est le coût de la matière. Le coût de la matière, c'est... Excusez-moi, encore. Juste pour récapituler, du coup, en fait, le 0,5 qu'on trouve, ça veut dire que chaque kilo qu'on fabrique nous coûte 0,5 centimes en charge indirecte. 50 centimes de charge indirecte. Alors, c'est pas chaque kilo que j'achète. D'accord? Okay. C'est ce qu'on va voir ici, puisqu'on va le récapituler maintenant. Puisque le centre approvisionnement qui s'occupe des achats, je vais calculer quand la matière entre, quand elle passe et quand elle arrive en stock. D'accord? Donc, quand elle entre, la matière, c'est le coût d'achat de la matière. Ici, ma matière, pour la matière N, j'en ai acheté 50 000 kilos à 3 euros, 150 000. Ça, ces données-là, je les ai retrouvées dans mon tableau ici de départ. On m'a dit que la matière N, j'en avais acheté 50 000 kilos à 3 euros. Rien que le prix d'achat. Ensuite, cette même matière, on a dit qu'il y a toujours des charges indirectes. Donc, il faut lui rajouter des charges indirectes. Ces charges indirectes, c'est chaque kilo coûte en plus 50 centimes. Ça paye le gaz, ça paye l'électricité, etc. Donc, ça veut dire que finalement, le fait d'acheter, ça coûte l'achat plus la rémunération de la personne qui achète, la rémunération du bâtiment. Et donc, la matière, finalement, une fois que je l'ai achetée, elle coûte 3,50 € le kilo et non plus 3 euros. Parce qu'il y a 50 centimes pour payer le mec qui a acheté, pour payer le téléphone, pour payer le chauffage, l'électricité, etc. Est-ce que ça, c'est compris? Et j'aurai toujours, dans mes tableaux, dans mes 4 tableaux qui vont suivre, parce que j'aurai un tableau par centre d'analyse,
j'aurai toujours des charges directes et des charges indirectes. Toujours. Charges directes et charges indirectes. Et le modèle, il sera pratiquement toujours le même. Toujours. Charge directe, charge indirecte. Je lis les données que l'on m'indique comme charge directe et je rajoute les charges indirectes. C'est tout. Les charges indirectes, chaque centre a ses propres charges indirectes qui ont été calculées par le tableau que j'ai initialement fait. Ensuite, je vais faire la même chose pour la matière M. Donc, ma matière M ici, j'en ai acheté 35 000 kg à 2,50 €. Donc, ça m'a coûté 87 000 €, plus 50 centimes par kilo pour payer tout ce que l'on a dit précédemment. Donc, finalement, l'acte d'achat m'a coûté le prix plus les charges indirectes, c'est-à-dire ici 3 € le kilo. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Parce que maintenant, ça sera toujours la même chose. On va toujours faire la même chose. Charge directe, charge indirecte. D'accord? Alors, ces coûts ici que j'ai calculés, maintenant, c'est les coûts qui vont me servir de travail. C'est le nouveau coût de ma matière. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ma matière est ici, là. Hop, ma matière, maintenant, j'ai de la matière M et de la matière N qui vaut 3,50 € et 3 €. Ils vont rentrer en stock. Donc, il faut que je fasse une fiche de stock. Je vais faire ma fiche de stock. Classique, hein? Alors, c'est bien la question que vous posez parce que c'est une erreur souvent que les étudiants font. Pourquoi j'additionnerais 50 000 et 50 000? Finalement, j'ai acheté combien de kilos? J'en ai toujours acheté 50 000. D'accord? 50 000, leur prix, et en plus, je leur ai rajouté pour chaque kilo, c'est pour ça que j'ai un deuxième 50 000, 50 centimes par kilo. D'accord? Donc, je ne peux pas additionner mes deux 50 000, mais c'est bien que vous la fassiez. Mademoiselle, j'ai pas eu le temps de dire votre prénom l'erreur parce que je la vois souvent. D'accord? Ici, on ne va pas rajouter mes 50 000. Ça reste toujours 50 000 kilos. Je n'ai acheté que 50 000 kilos. Je ne peux pas mettre 100 000 là. Parce qu'à ce moment-là, j'entrerai en stock 100 000 et ça ne colle plus du tout avec la réalité. Alors, ma fiche de stock, ici, méthode coût moyen unitaire pondéré. Donc, j'applique la méthode que l'on a vue. Hein. Alors, je vais la répéter malgré tout, mais normalement, vous devez la connaître. Première chose, je vais regarder combien j'en ai en stock. Le stock initial, il est pour... j'ai fait quoi en premier? J'ai fait les N, je crois, oui. Pour les N, il est de 30 000 à 3,50 €. Donc, en stock, j'en ai donc 30 000 à 3,50 €. Je vais faire mon entrée. L'entrée correspond aux achats. L'entrée correspond aux achats. Ici. Donc, j'en ai acheté 50 000 kilos que je vais donc reporter au niveau des entrées. Et je les reporte à leur coût, ici, qui a été calculé avec les charges indirectes du centre d'approvisionnement. D'accord? Donc, à 3,50 €. Attention, c'est super important de ne pas se tromper ici. De toute façon, vous verrez qu'on reprendra toujours les coûts qui ont été calculés, les coûts totaux. Donc, ça veut dire que ici, je vais venir, je vous rappelle, alors ici, ça ne va pas changer grand-chose. Bizarrement, on est au même coût qu'on avait déjà en stock. D'accord? Mais si je vérifie quand même, oui, on est bien sur le produit N, il était déjà à 3,50 €. Donc, dans la méthode coût moyen unitaire, j'additionne d'abord les quantités. J'additionne ensuite les totaux et je viens recalculer un coût moyen unitaire pondéré. Et ça, je le fais à chaque entrée. Ici, il ne va pas changer, mais il aurait pu changer. Dans tous les cas, il faut appliquer cette méthode. 1, j'ajoute les quantités. 2, j'ajoute les totaux entre ce que j'avais déjà en stock et la nouvelle entrée. Et 3, je recalcule le coût unitaire, qu'on appelle coût moyen unitaire pondéré,
en divisant le total par la quantité. Je vais aussi mettre mes sorties. Les sorties correspondent aux besoins liés à la production. Donc ici, les besoins liés à la prod, c'est quoi? Je vais regarder dans mon tableau. On ne parle pas de sortie. Bon, je vais commencer à lire ici. La fabrication a nécessité 30 000 kg de matière M et 25 000 kg de matière et 45 000 kg de matière N. Donc je travaille pour l'instant sur la matière N. Donc ça veut dire que je vais sortir pour les besoins de la production 45 000 kg. Ici, j'ai recalculé un prix de sortie qui est issu de mon coût moyen unitaire pondéré, puisque je vous rappelle que le prix de sortie, on reprend toujours le dernier prix qui est là. Ça veut dire qu'en stock, il va me rester ici 35 000 kg à 3,50 €. Je vais refaire la même fiche, d'accord? Je vais faire exactement la même fiche pour la matière M. Je prends ma fiche de stock. Comme je l'ai déjà fait, je vais reprendre ça là. Maintenant, fiche de stock pour la matière M, puisque là, j'ai deux matières différentes. Hein. J'aurais pu avoir qu'une seule matière, j'aurais fait qu'une seule fiche de stock. Donc, pour la matière M, qu'est-ce que j'ai en stock? Je vais lire dans mon tableau et je vois que j'ai, pour ma matière, ici, 12 500 kg à 3 €. On l'a lu ici, 12 500 kg à 3 € pour la matière M. J'en ai entré 35 000 kg à 3 €, ce qui me donne 105 000 kg. Ici, j'ai un total de 12 500 plus 35 000, 47 000. 37 500 plus 105 000, 142 500. Je recalcule mon coût moyen unitaire pondéré, j'ai de la chance, ici, il n'a pas changé. Ma sortie, qui est donc liée à mes besoins de production, à mes besoins liés à la production, on m'a dit qu'on a besoin de 30 000 kg de matière M. À 3 €, ce qui fait 90 000 €, et il va me rester en stock, sans doute de la matière, 17 500 à 3 € pour 52 000. Voilà, j'en suis arrivé là. Vous voyez, j'ai fait la première, deuxième étape. Maintenant, je vais rentrer en atelier 1. Alors, dans mon atelier 1, centre d'analyse, cette fois-ci, atelier 1. Cette fois-ci, dans l'atelier, maintenant, une fois que la matière entre dans l'atelier, on ne raisonne plus en matière première, mais on raisonne en produits qui ont été fabriqués. Ici, ce qui a été fabriqué, ce sont des poêles et des woks. Une fois qu'on rentre en production, je vais vous le noter en rouge ici, une fois que l'on traite les centres de production, alors, une fois qu'on a traité ça, on raisonne en produit fini. Donc le produit fini ici, c'est poêle et wok. Alors, une fois que l'on traite les centres de production, on raisonne en produit
produits finis. Les produits finis, il y aura toujours des charges indirectes, pas de souci. Sauf que ici, on va avoir des charges directes, effectivement. Il n'y a plus de coût d'achat, puisque, alors, je vais virer un peu tout ça. Il y aura plusieurs charges, il y aura plusieurs coûts. D'abord, pour fabriquer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la matière. Donc, effectivement, il y a dans les charges directes, il va falloir de la matière. Matière première. N et de la matière première M. Alors, je pense que c'est ça ce que vous vouliez me dire, mademoiselle. Donc, pour fabriquer, il faut de la matière première M et il faut de la matière première M. Alors, il faut deux sortes. C'est ça que vous voulez dire, hein, je pense. Ensuite, je vais trouver les éléments de charge directe dans mes intitulés ici. Alors, on va faire juste une petite pause question. Alors, on raisonne 2N, monsieur, je crois. Je ne comprends pas trop votre question. On raisonne. Ah oui, oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, oui, parce que j'écris vite. Je ne comprenais pas, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a cherché? Oui, j'ai compris. Alors, je vais le corriger, ne vous inquiétez pas, parce que j'écris vite, donc il m'arrive de faire des fautes, et pas de souci pour que vous les remarquiez. Alors, j'ai peur de poser encore une question bête, mais je me permets quand même pour comprendre pourquoi vous avez mis 25 000 et pas 175 000 dans le tableau matière M. Alors, on va regarder ça, mademoiselle Hélène. Allons-y. Donc, pourquoi j'ai mis... Ben, parce que c'est une erreur, mademoiselle. Bien joué. Puisque comme je fais des copier-coller, ça m'arrive. De toute façon, c'était hop, ça, ça. 175 000. Hop, j'ai bien mis ici 105 000. Donc, vous voyez que votre question, elle n'est pas bête. Hein. C'est moi qui ai... Le copier-coller n'était pas bon. C'est bon pour vous, Eline? Première chose. Deuxième chose. Voilà. C'est bon pour vous? Deuxième, mademoiselle? Parfait. Ok, on peut continuer. Donc, en matière de charge directe, d'accord, je vais faire ça, hop, comme ça. Je vais faire ça. Et je vais remonter ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça. Et je vais faire comme ça. Voilà. Et ça, on peut faire ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais avoir de la matière N. Je vais avoir besoin de matière M, mais je vais encore avoir besoin d'autre chose. Donc, je vais regarder dans le... Donc, on me dit que pour fabriquer, d'accord, on me dit qu'on a besoin de matière. Très bien. De toute façon, moi, j'ai prévu pour de la matière A et de la matière N et la matière M. Ensuite, on me dit qu'on a besoin de main-d'œuvre directe. Donc, à partir du moment où on me dit direct, c'est que c'est une charge directe, c'est un coût direct. Donc, je vais avoir des heures de main-d'œuvre pour les deux. Je peux rajouter des heures de MO direct. Et on me dit aussi que je vais avoir besoin des heures machine. Ces trois choses-là, enfin ces quatre éléments-là, ce sont des charges directes. Les charges indirectes, j'irai les rechercher dans mon tableau comme tout à l'heure. Alors, maintenant je vais remplir mon tableau. Excusez-moi. Oui. Je suis désolée, je ne veux pas trop. Enfin, je pense qu'on est nombreux à avoir vraiment du mal à suivre. Vous montez, vous descendez. Perso, depuis, j'arrive à suivre, mais là, j'arrive vraiment pas. Je me perds. Hein. Mais vous avez l'intitulé. Mais on n'a pas tous ces tableaux-là. C'est l'exercice, mademoiselle, je suis en train de le faire.
Oui, mais je veux dire, nous, on les a pas, du coup, on essaie de suivre et de comprendre, et honnêtement, c'est dur là, c'est vraiment dur. Alors, quant au sujet, alors méthodologiquement, vous pouvez prendre votre sujet et vous le mettre à côté et regarder quand je reprends des informations. Maintenant, je peux aller plus lentement, évidemment. Hein. Voilà, en fait, si vous pouvez, quand vous montrez une case, vraiment montrer où est-ce que vous allez prendre l'info, tout ça, parce que vous remontez, mais nous, derrière notre ordi, on a vraiment du mal à comprendre où vous Oh, allez, tout ça. pas de souci, on va aller plus loin. Merci. Pas de problème. Oui, je suis d'accord, ça va vite. Ok, je vais. Ben voilà, il faut me le dire simplement et on reprend. Alors, on va reprendre la constitution, comment j'ai réalisé ce tableau. Jusqu'au premier, on est d'accord, jusqu'à la réalisation des fiches de stock, on est bon. D'accord? Maintenant, c'est comment on va réaliser ce tableau. D'accord? Ce tableau, au départ, on ne l'a pas. Hein, on l'a pas. Alors, il se peut que dans des exercices, on verra comment sont constitués. Il se peut qu'on vous donne une partie du tableau. Il se peut qu'on vous donne une partie qui est moyennement remplie. On vous demande de compléter le tableau. On peut vous demander de faire l'étude entière. C'est ce qui nous est demandé ici. Donc, comme je le disais, on va faire un tableau pour chaque centre d'analyse. Dans la constitution du tableau, il va falloir aller rechercher des informations. Les informations, elles sont de deux types, les charges directes et les charges indirectes. Les charges indirectes, nous les avons vues précédemment dans le tableau. Je vais aller tout doucement. Je vous rappelle qu'on avait vu ça dans le tableau qui est ici, d'accord, que l'on avait rempli et construit ensemble. Concernant les autres éléments, je vais aller lire l'intitulé, je vais aller lire les informations qui sont données. Donc les informations qui sont données, moi je les ai recopiées ici sur le côté, vous les avez sur votre sujet, hein, d'accord. Et dans toutes ces informations, je vais regarder les informations qui concernent l'atelier 1, d'accord. Concernant les charges directes. D'abord, pour fabriquer mon produit, il me faut de la matière. On me donne ici, notamment, que pour fabriquer les poêles, il faut 25 000 kg de la matière M. Pour fabriquer des poêles, il faut aussi de la matière N. On reviendra sur ces chiffres après. Mais je sais que j'ai besoin de ça. Ensuite, on me dit dans l'atelier 1 qu'il y a des heures de main-d'œuvre qu'il faut calculer, des heures de main-d'œuvre directes. On me dit que globalement, il y a eu 2000 heures qui ont été consommées dans l'atelier 1. On me donne la répartition pour les wok et pour les poêles ensuite. Et ensuite, toujours dans l'atelier 1, que je continue à lire, on me dit qu'il y a aussi des heures machines. Donc, il y a 4 éléments qui interviennent en termes de coûts directs. La matière M, la matière N, les heures de machine et les heures de main-d'œuvre. Et ça, je le lis, voilà, je le lis évidemment dans les données. Et vous allez voir que l'une des difficultés, tout à l'heure je vous ai dit ça, je vous ai dit, les coûts complets, c'est quoi? C'est 40% de comprendre le processus, 40% de lecture d'informations. Toutes les informations y sont. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, évidemment, et que bien souvent, on est un peu stressé par le temps, etc., et qu'on va vite et qu'on ne voit pas les informations finalement. Donc, méthodologiquement, ce que je vous conseille de faire, c'est de séparer au brouillon les informations qui concernent chaque centre d'analyse, tout au moins sur les charges directes. Ici, ce que l'on aurait pu faire, c'est avoir un petit brouillon, d'accord, en marquant voilà ce qui concerne l'atelier approvisionnement, voilà ce qui concerne l'atelier 1, l'atelier 2 et la distribution. C'est bon pour vous? Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il faudrait que j'aille vite pour remplir mes tableaux. Je ne vais pas aller plus loin. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne la prochaine fois à partir de ce centre-là. On va reprendre, je vais l'effacer après, et puis on va reprendre la construction de ce tableau. Ça vous va? Y a-t-il d'autres... Merci. Pas de souci. Y a-t-il d'autres choses, d'autres remarques? Ce qu'il faut bien jusqu'à présent, c'est retenir le premier centre et les stocks. Ce qui veut dire que dans notre processus ici, nous sommes arrivés là. Alors, la difficulté quand on est derrière un écran, c'est effectivement de vous montrer des informations qui sont un peu partout.
L'avantage quand on est en classe, c'est qu'on a des grands tableaux et qu'on peut se permettre voilà, de mettre tout sur les tableaux et que vous suivez un peu mieux. Donc je comprends qu'il y ait... Petite question, pourquoi dans l'atelier 1, on ne compte pas les heures machines? Alors, dans l'atelier 1, on a mis les heures machines. On a mis les 4 charges qu'on a repérées dans la lecture. On a mis la matière M, on va avoir besoin de matière pour fabriquer des poêles et des woks. La matière M, la matière N, des heures main-d'œuvre directes et des heures machines. Donc on les a bien mises dans l'atelier 1. Dans le tableau de répartition des charges indirectes. Alors je reviens sur le tableau des charges indirectes, si vous voulez bien. Dans l'atelier 1, on a bien des heures machines, on a nos 1000 heures machines qui nous servent de clé de répartition. On les a bien mises. Alors, pouvez-vous mettre le corrigé en ligne? Oui, je vais le mettre alors demain, parce que là j'ai encore cours et après il faut que je mette les vidéos et je ne termine pas à 10h du soir. Plus haut, je crois, mais il n'y a pas d'autres heures main-d'œuvre. Donc, je terminerai là-dessus. Pour la dernière question, dans notre tableau des charges indirectes, ici, dans l'atelier 1, on nous dit vous allez prendre en compte les heures machines. Prenez pas les heures main-d'œuvre, c'est les heures machines qui comptent, qui servent de clé de répartition. Pour l'atelier 2, c'est les heures de main-d'œuvre. Ce ne sera pas les heures de machine, même s'il y en a. C'est ça qui me sert de clé de répartition. Et ça, il faut se le tenir pour dit, c'est tout. On ne va pas chercher pourquoi la personne a choisi telle unité d'œuvre et pas les heures main-d'œuvre. On nous donne l'information, c'est tout, basta. Y a-t-il encore d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, dès demain matin, parce que je n'ai même pas mis celle d'hier en route, parce que je termine à 20h30 et après le temps de charger les vidéos, de les intégrer, tout, ça me fait terminer à 10h, donc c'est pas possible. Par contre, demain matin, j'ai un peu de temps, donc demain matin, ça sera mis en compte avec cette partie-là de corriger, d'accord? Comme ça, vous pourrez suivre au fur et à mesure. Ce que je ne veux pas, c'est vous donner le corrigé en entier tout de suite, parce qu'après, je veux dire, c'est important de comprendre comment les tableaux se construisent. Si je vous file le corrigé de tout le premier, et que je vous explique au fur et à mesure, alors je sais que peut-être que pour certains, ça sera plus facile, mais je suis sûr que ça sera une minorité, que beaucoup d'entre vous vont dire, bon, c'est bon, je vais le corriger, je ne me concentre pas. Peut-on consulter vos notes quelque part? Mes notes? C'est-à-dire quelles notes, mademoiselle? Si c'est ce corrigé-là, si c'est cette partie-là dont vous me parlez, ça sera mis avec le cours d'aujourd'hui. D'accord? Elle veut dire les notes qu'on a eues à nos TD, je crois. Bah oui, dans la correction que vous avez eue, qui sont toujours en cours. Les TD que vous avez notés, les TD d'avant, en fait, à laquelle on aurait eu des notes pour notre moyenne. Bah, ils seront indiqués dès que j'aurai fini de les corriger, c'est-à-dire avant vendredi, puisque je me suis engagé pour vendredi, toujours dans le dossier où TD corrigé est noté, hein, il y a un dossier. OK? Pas d'autres questions? C'est bon, Anaïs, ça répond à votre question. Super. Allez, bonne fin de soirée à tous, et puis on se retrouve, je ne sais plus quand, soit demain, soit après-demain, soit vendredi, pour la suite des événements. Bon courage, ciao à tous.